sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook. Bonjour et bienvenue sur la web TV du Journal Toulousain et également sur les ondes de Radio Axe Sud pour une nouvelle saison de Zoom sur l'actu, un rendez-vous politique et économique. Chaque mois, nous recevons une personnalité politique qui est interrogée par l'ensemble des chroniqueurs, ou presque, du Journal Toulousain. Avec ce soir, autour de la table, messieurs, on commence par Rémi Vincent. Rémi, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Donc Rémi Vincent, je le rappelle, cadre du parti de gauche 31, Oui. on peut le dire comme ça, le parti de Jean-Luc Mélenchon, et également, depuis peu, porte-parole de la gauche rassemblée, la liste de François Dumas à Colomiers. Exactement, liste de rassemblement. Je suis membre du conseil national du parti de gauche. Est-ce que la campagne se passe bien, Rémi ? Ça se passe très bien, on avait commencé tôt avant l'été, on continue à être très actif sur le terrain, on a été une des premières listes à commencer la campagne et elle continue. Prochain thème, la sécurité. Très bien. Stéphane Beaumont, Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. le politologue. Bonsoir Thomas. Bonsoir Stéphane, le politologue du Journal Toulousain, également maître de conférence à l'université Toulouse 1, une référence en la matière Toulousain politique. Capitole. Toulouse 1 Capitole. Au niveau des œuvres littéraires, Stéphane, où en êtes-vous ? D'abord, c'est un grand mot que d'employer le terme d'œuvre littéraire, mais pourquoi pas, vous le dites, je le prends. C'est trop rare pour ne pas saisir l'occasion. Alors vous qui sortez 3-4 livres par an, J'ai sorti une biographie du sénateur Soucaré, qui a très bien marché en Lot-et-Garonne. Un petit livre au Mercure de France s'appelle Le goût de la Crète, et je suis en train de terminer Un goût de Lourdes, qui permettra de mieux connaître l'anthologie des textes autour de Lourdes. Et j'ai terminé, va être publié d'ici 3 semaines, un ouvrage sur l'histoire de Pierre-Latte, un petit bourg rural qui devient, grâce à l'épopée nucléaire militaire, qui devient une grosse ville, puisqu'on passe de 1000 habitants à 15 000 habitants en 20 ans. Très bien Stéphane. Nous accueillons ce soir également un nouveau venu dans l'équipe des chroniqueurs du Journal Toulousain. Alors pour les fidèles internautes du journal toulousain.fr, ils ont déjà découvert ces chroniques. Nicolas Laforgue. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors Nicolas, artiste engagé, chanteur du groupe Bruit qui court. Exactement. Tu tiens... Chanteur du groupe Bruit qui court, c'est sûr, artiste engagé, ça je ne me permettrai pas de... Alors je dis ça puisque tu tiens un blog qui s'appelle Petit Journal d'un mec de gauche. Exactement. Où tu postes très souvent ton opinion sur l'actualité. Voilà, c'est du blog quoi, donc c'est plutôt pour flatter mon ego, par ceux qui misent. Alors également tu sors, il faut le dire, sous forme de souscription en ce moment, un bouquin, autobiographie incomplète et romancée d'un chanteur méconnu. Le contenu c'est quoi ? C'est les petites histoires qui peuvent arriver dans un groupe de rock indépendant et peu fortuné. Et donc toutes les aventures qui peuvent se passer dans les coulisses, les rencontres avec des gens extraordinaires, d'autres moins. Et c'est illustré, c'est des petites histoires sous forme de blagues et pas que, j'espère. Voilà. Très bien, on en reparlera. Messieurs, nous recevons ce soir un invité politique, Christophe Delahaye. Christophe Delahaye, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Christophe Delahaye, j'allais dire l'homme aux casquettes multiples, président départemental du Parti radical de gauche, conseiller régional, premier adjoint au maire de Muret et élu de la communauté d'agglomération du Muretin. Est-ce que vous arrivez à dormir, Christophe ? Je dors peu, effectivement, parce qu'on approche une période un peu compliquée pour tout le monde d'ailleurs. Non, mais d'habitude je dors très très peu, ce qui me permet, c'est un avantage essentiel pour moi, ça me permet d'apprendre l'actualité très tôt et de pouvoir réagir rapidement à toute l'actualité. Et concernant cette histoire de cumul de mandat, parce qu'il faut dire appeler un chat, cette histoire de cumul de mandat me dérange absolument pas. Je crois que même c'est un très bon complément l'un envers l'autre, donc on pourra en discuter peut-être un jour, mais... Vous avez été en pointe, les radicaux de gauche, avec oui, Jean-Michel Baillet. Oui, bien sûr. Il y a des discussions, effectivement, même au sein du parti, concernant la nature du cumul des mandats.
Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper sur le cumul des mandats. Mais je crois que c'est une très longue discussion. Alors, on peut engager le débat, mais c'est une très longue discussion concernant le cumul des mandats. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper là-dessus. Mais quand même, Jean-Michel Baillet y est allé avec la machette au Sénat. Oui. Je puis dire. Alors, C'était un bon combat républicain. Alors On messieurs, verra peut-être pourquoi tout à Messieurs, l'heure. on rentrera peut-être dans le détail tout à l'heure. Le menu de l'émission, première partie sur l'actualité nationale et la montée du Front National et la popularité du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Et on parlera du local. Rémi a tenu à parler d'Alcatel-Lucent, le plan social qui est en route. Et nous parlerons bien sûr des accords municipaux qui se préparent entre le PS, le PRJ et peut-être d'autres forces de gauche. On en reparlera tout à l'heure. Première question avant de commencer sur le national, Christophe. Pourquoi être rentré au Parti radical de gauche? Quelles sont les valeurs qui ont fait que vous avez voulu rentrer dans ce parti? Alors moi, je suis adhérent depuis 1991, me semble-t-il. Pourquoi je suis rentré au Parti radical de gauche? Bon, bien sûr, les valeurs humanistes, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Hein. Je crois que tout à l'heure, on va parler un peu du Front National et on va bien voir notre critique par rapport à cette montée-là. Puis après, il y a d'autres valeurs très importantes au Parti radical de gauche. L'Europe. Nous sommes un fervent fédéraliste de l'Europe. Et troisième élément qui risque de choquer quelques oreilles ici, nous on a toujours cru à une certaine typologie de l'économie. Et je crois que ça c'est très important aussi, on ne s'est jamais trop trompé là-dessus. On n'est ni pour le capitalisme, ni pour une économie dirigée, mais néanmoins, nous sommes très attachés à la valeur de la liberté. Liberté d'entreprendre, la reconnaissance des commerçants, des artisans. Nous sommes très critiques par rapport au grand capital, ça c'est clair. Et c'est pour ça que moi, dès 1992, je me suis engagé au sein du Parti radical de gauche. J'étais jeune élu muretin. Alors là aussi, hein, je suis un cumuleur dans la vie. Élu sans étiquette alors, vous êtes J'étais rentré, voilà, je suis rentré dans une équipe municipale dirigée par le maire socialiste à l'époque, Hélène Mignon, qui était vraiment le Parti socialiste dans sa grande puissance de l'époque. Et j'ai fait un choix, mais très idéologique par rapport à un choix d'être au Parti radical. Très bien. Alors on va commencer notre débat sur la montée du Front National. Pleine actualité, élection partielle à Brignoles, dans le Var, qui a fait que le Front National a désormais un nouveau conseiller général. Votre impression générale, Christophe Delahaye, sur ce qui se passe? Pour moi, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant parce qu'aujourd'hui, le vrai débat autour du Front National, c'est son recentrage politique. Il y a une rupture qui a été faite au niveau du Front National entre Marine Le Pen et son père. Lui, il était ultra-libéral et elle devient très protectionniste. Étatiste même. Étatiste, oui, tout à fait. Ce qui plaît à une certaine population qui aujourd'hui, alors il ne faut pas le nier aussi, est dans les plus grandes craintes qu'on ait connues depuis 1929, à mon avis. Et c'est pour ça que la réussite du Front National se concrétise par cette élection partielle, hein, parce qu'il faut relativiser, c'est une élection partielle aussi. Oui, mais qui vient après d'autres partielles où le Front National était monté aussi. Mais qui avait déjà gagné ce canton, Oui, rappelons-le aussi, qui avait déjà gagné ce canton. Mais moi je reviens là-dessus. L'image aujourd'hui du Front National a changé. Il a changé parce que Marine Le Pen, déjà, par son image qu'elle porte elle-même, fait que le Front National n'est plus sur ses vieilles valeurs. Elle a un peu modernisé le Front National, mais qu'on ne se trompe pas. Sur le fond, ils défendent les mêmes valeurs. Et là, on est clair là-dessus. Et il faut que, sur les mêmes valeurs, c'est-à-dire que c'est la peur, c'est regarder ce que fait l'autre, hein, la peur de l'autre, essentiellement, que ce soit l'immigré ou même le travailleur qui est à côté. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper non plus dans le discours. C'est quand même, et je le dis ouvertement parce que c'est la liberté aussi de dire, c'est quand même un parti d'extrême droite. Et ça reste quand même un parti d'extrême droite. Attention, Marine Le Pen va déposer plainte. Nicolas, Pas un souci. Oui. Question sur le Front National à Christophe Delahaye. Oui, alors, pour parler du Front National, vous avez parlé d'un recentrage du Front National. Moi, je pense au contraire que c'est le monde politique qui s'est droitisé. Le Front National n'a pas bougé.
le Front National aujourd'hui essaie de parler au monde ouvrier. C'est le premier parti ouvrier d'ailleurs. C'est le premier parti ouvrier. Ouais. Oui, mais c'est pas un problème d'en Le parler. FN a commencé à grimper quand le PC a lourdement descendu. Tout à fait. Stéphane, Peut-être laisse que- Nicolas Pardon. La vraie question, c'est est-ce Je vais l'accompagner. que le Front National aujourd'hui a une quelconque idée de ce qu'est aujourd'hui le monde ouvrier? Ça, c'est une vraie question. Quand on connaît l'histoire et les cadres du parti et les militants du parti. Vous avez parlé d'une image qui a changé. Moi, là, j'ai un problème par rapport à ça, c'est que je me suis commencé à m'intéresser à la politique en 1995, à la mort d'Ibrahim Ali, tué par des couleurs d'affiches du Front National à Marseille. Et j'ai la mauvaise habitude d'essayer de regarder la politique par rapport à l'histoire. Aujourd'hui, on a un militant d'extrême gauche qui s'est fait tuer par un militant d'extrême droite. Donc il y a des morts, et il y a un retour des morts dans le siège du FN. Et donc là, c'est juste par rapport à cette droitisation. Vous parlez je passe un peu du coq à l'âne, mais j'ai plein d'idées sur le Front National. Est-ce que c'est tout, la question c'est est-ce que tout le monde se droitise en fait? Ouais, c'est ça. et c'est surtout, aujourd'hui, pour le PRG, comment être audible et comment vivre politiquement dans cette droitisation de l'UMP, mais également du PS, aux côtés des propos De Valls. de Valls, que personnellement je trouve très... c'est très compliqué aujourd'hui d'aller voter PS quand on a Manuel Valls à l'intérieur. Donc comment le PRG peut se faire entendre par les électeurs du Front National et survivre idéologiquement dans cette droitisation? Est-ce que je peux ajouter une petite question subsidiaire? Petite parenthèse, monsieur. Petite parenthèse. Le PS est condamné à devenir populiste pour se sauver parce qu'il n'est plus populaire, à commencer par son patron Hollande. Or, le PRG n'a jamais été populiste et n'est pas encore populaire. Alors, comment faire? Alors, il faut que je déroule un plan de communication. Mais non, justement, c'est pas, la communication, Oui. c'est pas idéologique. Non, mais tout J'ai remarqué tout à l'heure que tu parlais des valeurs, notamment économiques libérales, notamment de protection de l'individu. Mais c'est quand même formidable qu'un parti radical, qu'un radicalisme qui était solidariste, pour la solidarité, se retrouve en concurrence avec le FN, qui est maintenant sur le terrain d'avant de l'État-providence. Christophe, première question sur est-ce que, comment, j'allais dire, le PRG peut être audible dans cette droitisation? Alors, le mot recentrage n'était pas fait pour dire le Front National se recentre à droite. J'ai bien conclu tout à l'heure pour dire le Front National reste un parti d'extrême droite. Oui, tout à fait. Qu'on soit bien clair Oui, là-dessus. non, mais c'était pas une Mais question. aujourd'hui, il y a un vrai discours qui est porté par Marine Le Pen mais c'est juste un discours d'opportunisme pour moi. D'opportunisme, avant tout. Et ce discours d'opportunisme, alors là on peut aller très loin, je risque de faire bondir nos amis du Front de gauche, c'est qu'on a abandonné les classes populaires. Et quand on entend Marine Le Pen dire « oui, je suis pour la retraite à 60 ans, oui, je ne m'opposerai pas à la continuité des 35 heures », on peut se poser beaucoup de questions. Néanmoins, sur le fond, si on regarde bien, ça reste toujours un parti d'extrême droite, parce qu'ils évoquent ces problèmes-là, enfin ces solutions-là, ces prérogatives dans ces domaines-là, uniquement pour séduire. Mais en même temps, ça séduit parce que c'est le discours qu'on veut entendre aujourd'hui. Uniquement. Moi, je trouve ça assez... Et je finis. Et après, ouais. Et concernant la vie du PRG, je pense qu'on doit être, nous, aujourd'hui, encore plus fort qu'auparavant, mentalement, pour dire on affirme encore plus nos valeurs. Et je crois que si on veut vraiment exister demain, c'est dire ben, on a des valeurs. Elles existent depuis un certain nombre d'années, surtout en France. Et ces valeurs-là, il faut les affirmer au quotidien. Et c'est-à-dire que nous, il faut que dans les élections municipales, on aille vers parce qu'on va parler du concret quand même, parce qu'on va vers des élections municipales, et dans ces élections municipales, il faut qu'on soit totalement ambitieux par rapport à nos ambitions, par rapport à nos idées, en disant oui, nous faisons ça parce que notre idéologie c'est celle-ci. Et qu'on n'ait pas peur de notre idéologie. On arrivera à combattre le Front National là-dessus. Moi je répète,
et Marine Le Pen peut me faire un procès, c'est pas un souci. N'oublions pas que nous sommes un pays de liberté. Oui, c'est un parti d'extrême droite, et les valeurs qu'elle défend, c'est l'un contre l'autre. Contre les immigrés, contre la politique d'immigration, mais aussi contre la politique du travail. Parce que la politique du travailleur, c'est bien de dire oui, je suis pour la retraite à 60 ans, oui, je m'opposerai pas à la poursuite des 35 heures, parce que c'est ça qu'elle dit, c'est ce qui est dit aujourd'hui par les cadres du parti, du Front National, mais c'est juste pour dire attention, vous êtes en concurrence quand même avec les autres sur le logement, sur l'emploi, sur la formation, etc., etc. Ça, c'est la réalité, c'est l'un contre l'autre. Il ne faut pas se tromper de discours. Alors, malheureusement, j'aurais juste un mot. Oui. Malheureusement, et c'est le paradoxe des paradoxes dans une ère hyper médiatique, c'est que Marine Le Pen a compris qu'en utilisant le vieux vocabulaire radical et républicain, eh bien, elle tente de dédiaboliser le Front National et elle tente de reléguer l'autre discours, ton discours, le discours des radicaux, loin derrière comme étant un discours du passé. Donc elle essaye d'imiter. Et je voudrais rappeler ici ce soir que Le Citoyen contre les pouvoirs, c'est un ouvrage d'Alain, et c'est ce que les radicaux ont toujours défendu, Oui. et maintenant les contre-pouvoirs lui sont ravis par le Front National. Oui. Attention, les radicaux se font chaparder leur héritage républicain. Alors, Stéphane, le Front de gauche a été pris à partie par Christophe Delahaye concernant les classes populaires. Réponse ou question, Rémi? Non, mais moi, on combattra pas le Front National en sautant sur sa chaise et en criant humanisme, amour de l'autre. Comme un cabri, comme un cabri. Comme un cabri, l'immigré n'est pas méchant, aimons-nous les uns les autres. Je pense que c'est des paroles du Parti Socialiste, du PRG, de toute cette myriade de partis qui composent aujourd'hui le centre-gauche qui est au gouvernement, alors qu'ils font partie des premiers responsables, de la montée de l'extrême droite et de ces partis fascisants. Parce que si les thèmes que vous traitez avec mépris du Front National, le protectionnisme, les 35 heures, la retraite à 60 ans, si ces thèmes-là font écho, et si Marine Le Pen, qui pour moi n'a rien de social, mais si elle a compris qu'il fallait s'en servir pour gagner des voix, c'est peut-être parce que c'est vraiment des revendications des Français, et que les ouvriers et les travailleurs, qui ne sont pas du tout représentés par le Front National, mais pas du tout par le gouvernement de François Hollande et ses alliés dont vous faites partie, c'est peut-être parce que les travailleurs, les Français, les classes populaires, étaient attachés aux 35 heures, étaient attachés à leur modèle social avec la retraite à 60 ans, et en ont marre de cette Europe libérale dont vous faites le plus grand des défenseurs en disant même que vous voulez aller à l'étape au-dessus, c'est-à-dire le vrai fédéralisme intégré, alors que c'est l'origine quasiment de tous les problèmes qui arrivent au pays aujourd'hui. C'est cette Europe du capital sans aucune frontière qui inonde notre marché de produits qui viennent de l'autre bout du monde, produits par des esclaves sans aucune norme écologique et sociale, et c'est à cause de l'Europe aujourd'hui qui ne protège pas nos entreprises, nos emplois, qu'il y a ce taux de chômage-là et une telle crise financière. Et c'est assez classique d'ailleurs dans l'histoire, parce qu'on ne va pas faire ça. L'Europe s'est faite en 57 et Le Pen est arrivé en 74. J'ai eu la délicatesse de ne pas vous couper, monsieur le professeur. Donc non, mais je te coupe pas. C'est ce qu'on appelle un petit commentaire. C'est ce qu'on appelle couper la parole. Donc je vais finir. C'est assez classique dans les périodes de crise financière et de crise du capitalisme que l'extrême droite et le fascisme, pour prendre l'idéologie générale dont fait partie le Front National, se posent en recours en ayant ce type de discours qui, plutôt que de rassembler et de trouver une sortie positive à la crise, propose une sortie clivante en montrant du doigt l'immigré, alors que nous, au Front de gauche et dans le courant socialiste traditionnel, le responsable, nous estimons que c'est le banquier, que c'est le financier, que c'est le capitalisme, et c'est la grande différence entre le Front de gauche et le Front National. Et j'espère qu'au cours de cette émission, j'aurai pas la malheureuse nouvelle d'entendre que le Front de gauche et le Front National sont les deux visages d'un même populisme, comme monsieur le professeur Beaumont avait eu la délicatesse de me le dire à une de nos émissions passées. Mais vous êtes marxiste tendance Karl ou Rousseau? Je suis socialiste jaurétien et fier de l'être. Christophe Delahaye, une réponse Non, mais oui, je vais répondre à Rémi. Je crois que c'est très caricatural ce que tu viens de dire, parce que nous avons des propositions quand même qui sont relativement claires au niveau du PRG, que ce soit sociétal, économique ou même social. Je crois que dans tous ces domaines, nous avons toujours été, je le dis clairement, en avance. Et que nous avons beaucoup d'idées à faire valoir.
Aujourd'hui, Mais vous êtes au gouvernement, c'est pas des idées qu'il faut ici, il faut des lois, des décrets. des idées, des lois, à un moment donné, les lois viennent de la plupart des idées. Je crois que sur un certain nombre d'aspects, la bioéthique, le mariage pour tous, quand même, ça fait très longtemps que nous, on avait déposé des projets de loi là-dessus. Le changement même de la République, parce que si je me souviens bien, pendant la campagne des présidentielles, M. Mélenchon avait proposé un changement de République. La sixième. La sixième République. C'était pas le premier. Mais exactement. C'était pas le premier, justement, c'était pas le premier. Et les premiers, ça a été quand même nous. Je crois qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Et quand on parle beaucoup plus de fédéralisme, je crois qu'aussi que si on avait un vrai pouvoir économique et politique au niveau de l'Europe, il y a beaucoup de choses qui changeraient. Mais vous pensez que lutter contre le Front National et répondre aux attentes des ouvriers et des travailleurs, c'est leur parler de bioéthique et de mariage pour tous? Mais il ne faut pas, je suis pas non plus complètement pour, simplifier j'ai les aucun propos. souci avec ça. Mais la question sociale, vous le savez très bien, quand on est matérialiste, la question sociale est centrale, et la question c'est le partage des richesses, les droits des travailleurs, leur salaire, leur retraite, et le nombre d'heures qu'ils travaillent par semaine et comment ils vont nourrir leurs enfants. C'est pas les questions bioéthiques qu'on combat le Front National. Messieurs, surtout quand on est au gouvernement. Moi je voudrais dire à notre ami, ou à notre camarade plutôt, que le Parti communiste n'y a pas réussi, que le premier du Parti communiste. Non, mais le Front de gauche n'est pas loin quand même dans ton analyse du marxisme. Et le marxisme a eu notamment comme parti emblématique le Parti communiste. Je ne pense pas que tu te situes à gauche de Karl Marx. C'est très difficile d'ailleurs. Stéphane Vitefait. Quelle est la responsabilité du PCF dans la montée du Front National? Je ne comprends pas le rapport. Eh bien, là où le PC a perdu ses places fortes, le Front National l'a remplacé. Et on le voit très bien quand on prend les cartes électorales. Eh bien, on voit très bien que le principe des vases communicants a pleinement joué. Là, dans toutes les régions, dans toutes les villes où le Parti communiste a perdu, le Front National est rentré, le Front National s'est imposé. Et aujourd'hui, je le répète, le Front National est le premier parti ouvrier de France, et une majorité d'ouvriers ne votent pas pour le Front de gauche, mais pour le Front National. Rémi, Stéphane. Le premier comportement des ouvriers, c'est l'abstention. C'est pas avec un langage antédiluvien, dinosaurien, de marxiste archaïque que tu vas nous faire comprendre l'inverse. C'est vrai que le radicalisme aujourd'hui est une Rémi et Stéphane, le prof et l'élève, s'il vous plaît, on va être obligé de faire la police. Le fin 19e, le solidarisme. Stéphane, alors si le gouvernement, si le gouvernement a des difficultés, il y a par contre un de ses membres qui lui monte, il s'appelle Manuel Valls, et je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à Nicolas, qui veut nous dire en gros qu'on parle beaucoup du FN et on oublie de parler de Manuel Valls. Oui, complètement. Pour moi, il y a plusieurs raisons pour la montée du FN. Je pense qu'on a tous une responsabilité dans notre vote. C'est pour ça que je suis mal à l'aise quand on parle du remplacement dans les terres communistes par... C'est la géographie électorale, mon tout à fait. C'est pas beau, c'est la géographie électorale. Que quand on est pauvre, quand on est malheureux, quand on est chômeur, on soit obligé de voter Front National. Et je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont chômeurs et qui n'ont pas de perspectives énormes et qui ne votent ou qui ne votent pas Front National tout bonnement. Je pense qu'on peut avoir une idée de la République en étant chômeur et précaire. Merci de dire que l'ouvrier n'est pas forcément xénophobe et raciste. Non mais tout à fait, c'est le but de ma pensée. J'ai bien aimé la forcément, n'est pas forcément. J'ai pas osé le dire sans me retraiter populiste. Laissez dérouler, monsieur Nicolas. Je vois que tu évolues bien alors. Si l'électeur a une responsabilité politique, a une responsabilité supérieure. Manuel Valls a été élu par le peuple de gauche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Des propos orduriers, à mon sens, et qui ne représentent en aucun cas... En quoi c'est ordurier? Aujourd'hui, dire que la population... Tu fais allusion à ces propos sur les droits. Je vais expliquer pourquoi c'est ordurier. Je vais expliquer pourquoi c'est ordurier. Aujourd'hui, dire qu'une population, dans son entièreté, est incapable de s'intégrer à la République française, c'est des propos orduriers. Parce que c'est des propos qui mènent à la haine, c'est des propos faux, et c'est des propos qui ne peuvent mener qu'à une chose, au populisme et à la montée du Front National. Dans le même sens qu'aujourd'hui, quand François Fillon dit qu'il est capable de voter, d'appeler à voter pour le Front National, de travailler avec le Front National, il se pose la question. Il se pose la question. Si le socialiste est moins sectaire. Aujourd'hui, dans la tête de M. Fillon, il peut penser qu'un socialiste peut être plus sectaire
qu'un Front National. Aujourd'hui, c'est quand même une digue qui est enfoncée à coups de pied entre un UMP qui fait ce qu'il peut pour essayer de rattraper le TGV Front National qui est en train de tout renverser, et le Parti Socialiste avec un Manuel Valls qui a bien compris qu'aujourd'hui, quand on est à l'intérieur, il est quand même nécessaire d'apparaître en permanence dans les médias et de droitiser sa politique si on a envie d'être président. Donc ce que tu nous dis, c'est que autant le gouvernement que l'UMP ont ouvert les digues, c'est ça? Mais tout à fait. Emmanuel Valls a une responsabilité supérieure à l'UMP parce que lui est aux affaires. Lui est ministre de l'Intérieur. Il est ministre de la République, élu par un peuple, le peuple de gauche en l'occurrence, et il ne tient absolument pas la ligne que doit être qui doit être tenue par son parti. Christophe. Il doit être fusillé alors, Manuel Valls? En tout cas, il devrait être. En tout cas, il devrait quitter le gouvernement. On va laisser une question. Juste avancer parce qu'on a plein de. Juste pour rebondir pour une vraie question. Parce que ça, c'est un constat. C'est compliqué de rebondir sur un constat. Aujourd'hui, est-ce que Manuel Valls pourrait être au PRG? Oh, ça c'est direct. C'est des questions qui sont surprenantes sur le fond, parce que je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je crois qu'il est toujours plus facile d'opposer que de construire. Et je crois que les idées du PRG, c'est d'abord de construire. Et de construire ensemble. Qu'on soit travailleur, qu'on soit commerçant, artisan, ou cadre dirigeant, ou même chef d'entreprise. La plus grande difficulté, c'est de pouvoir travailler tous ensemble dans le respect mutuel de tout le monde. Et quelle que soit son origine. Quelle que soit son origine. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut faire comprendre aux Français qu'on ne pourra gagner la bataille contre le chômage, contre la précarité, contre le mauvais logement, qu'en travaillant tous ensemble. Et c'est toujours... Non, mais ça veut dire quoi? C'est des formules. Non, c'est pas les formules. Avec le front de gauche, par exemple, avec ça veut dire quoi? Non, mais tout à l'heure, je pense qu'on va parler d'Alcatel-Lucent. Moi, je vais venir à la réalité. Et je vais répondre quand même, parce que je ne me défile pas, mais je voulais réagir par rapport aux propos. C'est toujours plus facile d'opposer que de construire. C'est toujours plus facile. Et la véritable réponse qu'on doit apporter... Je construirais, monsieur. Si on était au gouvernement, le Front de gauche, on construirait. Mais vous avez fait le choix de ne pas y aller. Ben oui. D'entrée. Mais vous y êtes et vous construisez pas. Alors, je construis. La question, Christophe, c'est par rapport à quelqu'un qui est dans le gouvernement. La question de Nicolas, c'est est-ce que Manuel Valls pourrait faire partie du PRG? Je ne vais pas répondre à ce genre de questions. Que pensez-vous? En plus, je n'ai pas envie de répondre à ce genre de questions. Manuel Valls, je crois que dans son discours, il a été clair. Alors certes, ça peut déplaire, mais je crois qu'à un moment donné, il faut regarder le véritable fond du problème. Aujourd'hui, si on prend les cas des Roms, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions d'insalubrité, mais maximales. On ne s'imagine pas les conditions dans lesquelles vivent ces gens, et surtout les jeunes enfants. Derrière ça, il y a aussi de l'exploitation de cette misère-là. Et ça, c'est pas faire des phrases creuses, c'est la réalité du terrain. Ouais, d'accord. Et à un moment donné, il faudra quand même qu'on se pose la question, si on accepte en France de voir des bidonvilles s'installer comme ça. Et je crois que la vraie réponse là-dessus, certes, il faudra à un moment donné arriver à déménager ces gens, mais les vraies solutions, il faut les apporter. C'est apporter... mais aller déménager pour qu'ils reviennent ensuite. Non, mais attendez, grâce c'est les à vrais... l'espace Schengen. Tout à fait. Messieurs, il faut avancer, je vais être obligé de couper. Échec par rapport à la population rome, c'est quand même l'échec auparavant. C'est qu'on a payé ces gens-là pour qu'ils reviennent chez eux et ils sont quand même revenus. C'est une réalité, c'est un échec ça. Le véritable pouvoir aujourd'hui que nous avons, c'est d'être au gouvernement et de dire nous pouvons proposer à ces gens-là de plus vivre dans des bidonvilles. C'est quand même ça la réponse qu'il faut donner. C'est l'inverse qu'a dit donc Manuel Valls. c'est le contraire de ce qu'a dit Manuel. Condamner les Messieurs, aujourd'hui, c'est ça que l'on préconise. Messieurs, aujourd'hui le PRG est en opposition. Messieurs, on stoppe, je vous conseille de prendre un peu d'eau pendant la pause et on reprend nos discussions sur le local. A tout de suite. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, soit sur les ondes de Radio Axe Sud, soit sur la web TV du Journal Toulousain. Nous sommes avec nos chroniqueurs Rémi Vincent, Nicolas Laforgue et Stéphane Beaumont pour interroger Christophe Delahaye, le président départemental du Parti radical de gauche. Nous allons parler local dans cette deuxième partie d'émission. On va commencer avec Rémi qui va nous parler du plan social d'Alcatel. Alors c'est plus qu'un plan social, c'est un plan de licenciement, un énième plan de licenciement, je crois que c'est le 6e là,
depuis que l'entreprise connaissait de telles difficultés. Il faut savoir qu'à la base, Alcatel, c'est un des fleurons de l'industrie française en termes de télécommunications, et ça a été le leader mondial à une époque, notamment dans plusieurs techniques comme le câblage sous-marin, on ne va pas rentrer dans les détails, d'ailleurs je ne pense pas connaître les détails techniques, mais qui faisait partie des technologies de pointe et qui faisait de cette entreprise une entreprise de pointe. Les Américains sont entrés au capital, mais uniquement à 40% il y a quelques années, donc ce qui permettait à Alcatel d'avoir toujours la majorité du capital face à Lucent, donc théoriquement d'avoir toujours une prise stratégique sur les orientations de cette entreprise. Et petit à petit, pour des causes et des raisons que je développerai après, l'entreprise est allée de plus en plus mal. Et les problèmes aujourd'hui économiques d'Alcatel sont réels. Le problème, c'est que la direction trouve comme une solution de réduire, de supprimer les emplois, qui plus est en France alors qu'elle pourrait en supprimer autre part. Mais étant donné que notre gouvernement n'est pas des plus combatifs pour protéger les intérêts nationaux et l'intérêt de ses propres travailleurs, ils ont dû choisir ce pays-là. Christophe Delahaye souffle. Les trois causes et difficultés d'Alcatel-Lucent, c'est d'abord qu'on est dans une Europe qui ne protège absolument pas ni les intérêts économiques des entreprises nationales, ni les intérêts de la nation. Pour des intérêts stratégiques, on aurait dû pouvoir protéger Alcatel, qui était un fleuron de l'industrie française. Il faut mettre en place évidemment un protectionnisme qui puisse garantir et protéger nos entreprises, notamment en leur réservant des marchés avec des clauses de localisation, comme les Américains qui ne sont pas de dangereux marxistes. Du FN aussi. Comme les Américains et des Américains et des Chinois et de beaucoup de grandes puissances capitalistes qui ont l'intelligence au moins de protéger leurs intérêts. Un autre problème dont souffre Alcatel-Lucent, c'est sa dépendance des marchés financiers privés pour se financer. Il y a des gros problèmes de trésorerie, et quand Alcatel-Lucent a besoin de trésorerie, elle se tourne vers Goldman Sachs, qui lui demande contre des prêts de millions, par exemple, d'hypothéquer 29 000 brevets. Ça s'est fait en fin 2012, évidemment le gouvernement n'a pas répondu parce que ça aurait froissé Bruxelles et les principes de la concurrence libre et non faussée. Et enfin, le caractère privé d'Alcatel-Lucent qui est en soi un gros problème parce que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une industrie de pointe, ça devrait être sous le contrôle de l'État français et ça c'est pas non plus forcément marxiste, ça peut être keynésien, ça peut être gaulliste que l'État dirige certaines grandes entreprises. Alors la question mon PRG. La question c'est qu'est-ce qu'il reste de gauche et qu'est-ce qu'il reste dans un gouvernement en tout cas dominant d'un parti qui se dit socialiste, donc avec des origines lointaines de marxistes ou en tout cas de keynésiennes. Qu'est-ce qui reste de gauche dans un gouvernement qui ne protège ni les intérêts de la nation, ni les intérêts des travailleurs, qui ne refuse de nationaliser une entreprise qui est en difficulté et de la protéger des marchés financiers? Ou alors plus directement, qu'est-ce que vous préconisez pour sauver Alcatel-Lucent? Alors moi je suis choqué, je le dis clairement, je suis choqué par les propos. Non mais en fait, je vais être clair. Moi je pense que les gens qui ont écrit l'International doivent se retourner dans leur tombe. Quand j'entends que le gouvernement n'est pas combatif en supprimant, parce qu'Alcatel a supprimé 900 emplois alors qu'on aurait pu supprimer tout le pays. J'ai pas dit ça. J'ai dit ça. que la direction avait choisi la France, pas pour rien. Non, je pense. J'ai dit que vous n'avez pas dit ça. J'ai dit que la direction d'Alcatel avait choisi la France, pas pour rien. C'est enregistré, on verra bien. Vous avez dit ça et moi ça me choque. Ça me choque. Bon, il faut pas, vous savez. Ah si, ça me choque. Parce que moi je suis quelqu'un qui est assez pragmatique. Et quand j'entends ça, je le dis clairement, ça me choque. Mais allez jusqu'au bout de votre phrase, est-ce que vous dites que je préfère les Français aux travailleurs chinois? Allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Qu'est-ce qui vous choque? Moi j'ai pas dit que vous préférez. Qu'est-ce qui vous choque? Non, mais moi, qu'on dise qu'on supprime un endroit plutôt qu'un autre. Moi ça me choque. J'ai pas dit que j'ai préféré, j'ai dit que l'entreprise avait choisi de supprimer en France plutôt qu'autre part. Vous prendrez vos propos. Moi néanmoins. Allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Mais oui, mais ça me choque. Rémi, ça me choque par rapport à ça, c'est clair. On laisse dérouler Christophe Delahaye. Et donc, moi je crois que je fais confiance aux institutions publiques aujourd'hui pour faire pression sur Alcatel-Lucent pour préserver l'emploi. Mais aussi pour trouver des solutions qui permettent à Alcatel de trouver de nouveaux débouchés pour pérenniser l'entreprise. Et c'est la démarche qu'on a entreprise avec Bernard Reynaud notamment, vice-président de la région chargé de l'économie. Dans la discussion, la fameuse discussion budgétaire que nous allons avoir demain au Conseil régional, nos propositions sont relativement claires. Il faut sanctuariser le budget de l'économie dans le budget de la région. Pourquoi? Non mais c'est pas le Conseil régional qui va sauver Alcatel-Lucent. Attendez, moi je vous parle, on parle de local. Mais non, là on parle de politique nationale. La suppression de postes sont locales, mais je vous parle d'économie nationale.
Mais d'économie nationale, oui. C'est l'État qui pilote l'économie, c'est pas les régions. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, mais il y a des compétences. Mais attendez, les compétences de la D'accord, région, mais- c'est dans le développement économique. D'accord, mais c'est Le ça. contrat d'appui à l'aéronautique en Midi-Pyrénées est quand même assez importante. Donc face aux États-Unis et à la Chine, on va dire qu'on a le conseil régional qui va Mais qui va voter un vœu c'est de par la un- caricature, d'une fois de plus. ce qu'on par un fait. adjoint, Non, mais monsieur attendez, Pellegrini. non, mais je vous le dis. Et je crois que, à mon niveau, je parle à mon niveau. C'était Et pas je- ma question. Eh oui, mais c'est pas votre question, mais moi je réponds à mon niveau, au niveau local. Je crois que. Je suis le chroniqueur, vous êtes l'invité, donc je vous ai posé une question. Que doit faire le gouvernement pour sauver Alcatel-Lucent? Mais Pas, faire la- pression. Mais je l'ai répondu. pas monsieur Je- Maggi, je vous parle du gouvernement. J'ai dit, on fait confiance, je fais confiance aux institutions publiques, que ce soit l'État ou les autres institutions publiques. Je l'ai dit. Je fais confiance Elles aux peuvent faire institutions quoi publiques pour faire Oui, mais le- pression et pour essayer de développer, de trouver des débouchés aussi auprès d'Alcatel-Lucent. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils étaient le deuxième équipementier dans ce domaine dans le monde en 2007. Aujourd'hui, ils ont dégringolé, comme ont dégringolé les autres concurrents à une certaine époque d'ailleurs. Depuis l'ouverture du capital et la déréglementation Non, qui s'est je accrue. parle des autres concurrents où ils ont dégringolé. Je crois que là-dessus, toutes les institutions publiques, mais toutes, doivent faire front à ce qui se passe auprès d'Alcatel-Lucent. Mais ça va pareil, c'est le même sujet avec Sanofi. C'est exactement le même sujet avec Sanofi. Tous les acteurs publics, quel que soit son niveau, doivent être présents pour soutenir et d'essayer de développer l'activité économique en France. Il n'y a Bon, que pas comme il y a ça. pas le début d'une proposition, quoi. Vous faites confiance aux institutions publiques. Mais attendez, le problème d'Alcatel-Lucent dépasse largement le petit niveau de Christophe Delahaye, qu'on soit bien clair. Vous Mais êtes je des- crois que. mais encore plus de Rémi Vincent, je suis même pas élu, mais j'ai quand même des Mais idées. qu'importe que vous soyez pas J'ai élu des ou pas. propositions, moi. Ah bon, oui, Je c'est vous ai quoi dit. Mais je vous l'ai dit. Oui. Un pôle public de l'investissement pour garantir une trésorerie publique à un terrain. Mais la banque publique d'investissement, Ah, messieurs, l'entrée la du banque capital- publique dans le capital- d'investissement, parce que le problème d'Alcatel-Lucent, si on va au fond du problème, c'est qu'ils ont été obligés de cager leur brevet auprès de certaines banques pour trouver des fonds de Goldman Sachs. trésorerie. Et si si le gouvernement aujourd'hui n'avait pas mis en place la banque publique d'investissement, peut-être. Hollande était déjà élu quand ils ont hypothéqué leur brevet. Non, mais oui, mais je sais bien, en mais c'est une décembre des réponses, 2012. c'est une des réponses quand même qu'on doit apporter Messieurs, aujourd'hui. Ce sont des fonds de trésorerie. Messieurs, je suis obligé de vous On arrêter. peut développer les réponses. Voilà. Une intervention de Nicolas et on passe vite Ouais, c'est très après court. au dernier volet de l'émission. C'est très court et c'est justement par rapport au rôle du local, du politique local. Parce que je crois énormément au pouvoir du politique local. Je pense que c'est de par en bas qu'on peut arriver à changer les choses. Et là, j'ai une vraie question, mais De part en bas, ça veut dire quoi, de part en bas? par les élus locaux. Ah d'accord. L'absence physique d'élus sur des lieux de lutte. Sur des lieux de lutte vraiment dans ce qu'il y a de plus physique, c'est-à-dire un piquet de grève devant des gens qui bloquent une usine, ou des gens qui s'interrogent, des gens qui vont signer les choses. Alors, moi, j'ai été militant et j'ai été souvent questionné par cette absence des élus. Et je pense que la présence d'élus pourrait au moins donner une certaine... Ah, on pense à nous. Des gens pour qui on a voté viennent nous voir, discutent avec nous, essayent de nous apporter des solutions, mais au moins sont là. Et moi j'ai un vrai questionnement par rapport à l'absence aujourd'hui des élus sur ces lieux de décision importantes pour les ouvriers. Christophe, réponse claire, rapide, concise. Je ne sais pas de quels élus vous parlez. En tout cas, je peux vous dire que, en ce qui me concerne, Ouais, tout à fait. je ne parle pas pour les autres. Non. Moi, je suis présent. On ne pourra pas me reprocher sur le Muretin, et même en dehors de Muret, de ne pas être présent dans les différents lieux qui concernent le monde ouvrier. Je crois que quand il y a des problèmes dans des entreprises, il faut être présent. Il ne faut pas juste aller couper le ruban quand une usine se crée. Ça, c'est facile. Ce rôle facile-là, tout le monde peut l'imaginer. Mais le plus dur, c'est effectivement être à côté des ouvriers, mais pas être seulement à côté des ouvriers. C'est apporter des solutions. Et je crois que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si il y a des propositions aujourd'hui, et le vrai problème d'Alcatel-Lucent, pour revenir à cela, c'est son problème de financement aujourd'hui.
Et le problème de financement a entraîné que aujourd'hui, M. Michel Combes a voulu d'abord la solution de facilité, c'est la suppression d'emplois. Et donc ça, c'est la vraie solution de facilité. Et le vrai problème que nous, on doit résoudre en France, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut amener à ces entreprises-là en matière de financement. Et toute la problématique des financements des entreprises en France se pose aujourd'hui. Et c'est pour ça que je reviens sur l'idée du conseil régional. Aujourd'hui, si vous prenez tous les plans qu'on a proposés aux entreprises régionales, au travers des plans, des contrats d'appui, par exemple l'autre jour, on était à côté de Mecaprotec, qui a pu développer son entreprise sur Muret, je prends cet exemple-là, parce que le conseil régional a apporté environ 160 000 euros, c'est rien, mais ça a permis de financer son centre de recherche et de pérenniser l'emploi ici. Et pareil sur Muret, pas très loin, je vous donne des exemples clairs, au travers du contrat d'appui, on a financé le retour du Maroc d'une trentaine de salariés en France, parce qu'on a pu financer l'installation de Soplami à Muret, et on a financé à hauteur de 300 000 euros cette usine-là, avec des garanties de retour de l'emploi, parce qu'il faut donner de l'argent pour uniquement financer, mais être sûr du résultat qui arrivera à la sortie. Et c'est l'action qu'on doit avoir en permanence, nous, au niveau local. Et je pense que cet exemple-là pourrait être repris au niveau national, parce que je crois qu'une des idées qui a été reprise par l'économie, c'est effectivement les contrats d'appui. Je vais finir par croire que Christophe Delahaye ne veut pas nous parler des municipales et il fait des réponses très longues. Alors justement, les municipales, Nicolas, tu vas garder la parole puisque tu voulais interpeller Christophe Delahaye pour savoir si le PRG pourrait être seul. Oui, tout à fait, parce que moi je me rappelle en 2002. Christiane Taubira se présente. Oui. Au présidentiel. Au présidentiel. Jospin ne passe pas. Et on l'accuse, à tort ou à raison, d'avoir entraîné, d'être la responsable de l'échec. Et elle dit, donc là j'ai relu hier en cherchant un petit peu, on m'a dit si on m'avait dit qu'il y avait un risque, si on avait discuté, si on m'avait convaincu, j'aurais pu me retirer. Aujourd'hui, avec la montée du FN, est-ce que le PRG peut monter une liste en concurrence avec le PS? Oui. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Oui. Oui, en sachant que... je vais revenir sur ma personne. Je crois que j'ai montré l'exemple déjà. Sur Muret. On va en reparler. Oui, on va en reparler, mais 2008... on était là pour, et je reviens à la première intervention de départ, quand on a des idées, il faut être capable de les défendre. Si on a de l'ambition pour ces idées-là, il faut être capable de dire à la population, on a telle ambition pour vous. Après, ils adhèrent pas. Mais on est là pour faire passer nos idées, et c'est ce que j'ai fait à Muret. Et d'ailleurs, en étant autonome à Muret, on a fait 20%. Comme quoi nos idées, elles peuvent marcher localement. Si on a le courage de pouvoir dire oui, on y va parce qu'on a un projet politique. Et là, je dis oui. Vous êtes tenté de le faire? Bien sûr que je suis tenté de le faire. Elle est là, la question. Bien sûr que je suis tenté de le faire. Mais je vous réponds... avez tous les candidats, vous avez plus que tous les candidats. Où? À Muret? Oui. Bien sûr. Et à Toulouse. Et à Toulouse aussi. Voilà. Mais on est sûr qu'on est tenté de le faire. Mais l'intérêt aussi, c'est que, n'oublions pas, il ne faut pas se faire dire... c'est un problème d'ego avant tout. Il faut oublier ce problème d'ego, qu'on se mette d'accord sur un programme politique. C'est ça qui compte d'abord. Si, avec nos camarades du Front de gauche, parce que je vais donner l'exemple sur la Haute-Garonne, parce que je suis quand même président fédéral et je peux donner des exemples, où nous, au bureau fédéral de la Haute-Garonne, on a fait des choix clairs. On va dans certains secteurs avec le Parti Socialiste, parce qu'on pense que, effectivement, on est d'accord sur certaines parties du programme. Il y a d'autres, bien sûr. Hein. On ne peut pas dire on impose un programme et on ne veut pas le vôtre. Il y a des problèmes d'ego quand même, Christophe Delahaye, sur certaines villes, il faut quand même le dire. Il y a des problèmes d'ego, mais c'est clair. Mais par exemple, on ne peut pas y échapper. Est-ce qu'on peut mais échapper? Non, bien sûr que non. Même quand on est radical. Mais bien sûr que, encore plus, peut-être. Mais, par exemple, sur l'Union, je rebondis sur l'Union, on fait un choix clair. On va avec Marc Perret. On a fait un choix clair parce qu'on pense que c'est lui qui amène aujourd'hui les meilleures réponses au niveau local. Rémi. Oui, non, mais c'est pas pour les mêmes raisons, mais je suis assez sensible à
à l'argumentation qui dit qu'au premier tour, à partir du moment où on estime qu'on a des idées différentes du parti en place ou du parti sortant ou du parti majoritaire à gauche, il faut y aller. Moi, il y a une des choses qui m'ont effrayé pendant quelques années, et ça continue avec l'épouvantail du Front National qu'on ressent sans arrêt, c'est le FN est dangereux, cachez-vous derrière nous, tous derrière nous. Je pense que le bipartisme, voire le tripartisme, si en plus c'est UMP, PS, Front National, c'est un des grands dangers de la démocratie. Le premier tour, il faut qu'il y ait le plus de candidats, il faut un candidat par grand programme, on va dire. Moi, ça ne me choque pas qu'il y ait des premiers tours à 7-8 candidats, s'il y a vraiment 7-8 programmes différents et radicaux. C'est pour ça que nous, dans la majorité des villes, on est partisans de faire des listes autonomes du Front de gauche, parce qu'on estime qu'on a une identité politique et un projet politique identifié, différent de celui de la social-démocratie, de celui des écologistes. Quitte à casser une dynamique éventuelle Ça, c'est un argument d'autorité qui n'a jamais été prouvé. Il peut y avoir très bien au premier tour plusieurs candidats à gauche qui se rassemblent au second pour battre la droite. À Toulouse, c'est ce qui va se passer. Il y aura une liste Front de gauche, écolo, socialiste, et qu'importe celle des trois qui arrive en tête au premier tour, les deux autres se rassembleront au second, j'imagine, pour battre Jean-Luc Moulin, je l'espère en tout cas. Donc l'argument de venez derrière moi dès le premier tour, sinon c'est le FN qui va gagner ou la droite, je le trouve assez antidémocratique. Mais quels sont les termes de la négociation si négociation il y a. Alors, Est-ce que Pierre Cohen est prêt à accepter une négociation entre les deux tours? Est-ce que c'est son tempérament? La question, c'est sur Toulouse. Moi, je ne serai pas sur Toulouse, donc ce sera à la tête de liste toulousaine d'en discuter. Mais moi, le principe, c'est le rapport de force au premier tour. Une liste qui a 4%, elle a moins de billes pour demander à celui qui est arrivé au premier tour des garanties. Après, je pense que le Front de gauche sur Toulouse sera aux alentours entre 12 et 15%. Donc Pierre Cohen, s'il veut battre Jean-Luc Moulin, il aura besoin du Front de gauche d'une manière ou d'une autre. Je dis pas que moi je suis contre... Vous basez par rapport au score de Mélenchon présidentiel? Mélenchon faisait 16% en présidentiel, donc je sais rien. Beaucoup plus haut. Alors messieurs, comme il reste 5 minutes, on va aller à l'efficacité. Christophe Delahaye, à Toulouse, le PRG, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression d'un gros bordel, j'allais dire. Donc il y a des élections internes qui se préparent, donc plusieurs candidats se présentent devant les militants pour savoir qui sera sur la liste Cohen. Mais dans le même temps, on entend qu'un sénateur PRG pourrait, lui, faire une liste seul. Alors qu'est-ce qui se passe et quel est votre rôle dans tout ça? Il est compliqué. Ah, il est compliqué, mais je crois qu'aujourd'hui, dans tout parti politique, il faut bien qu'à un moment donné, il y en ait un qui fasse de l'arbitrage. Donc l'arbitrage, il est relativement clair. C'est qu'aujourd'hui, nous avons conclu des accords qui sont, je le répète, sur l'espace d'abord de programme. Avant tout. Je pense que bientôt vous allez voir quelques réactions de la fédération sur le débat sur l'eau, sur les débats du transport, sur les débats du développement économique et de l'économie en général. Vous êtes pour la régie publique de l'eau? Attendez, je crois que là-dessus... Christophe Delahaye l'instaurer à Muret. Mais ouais, je pense que sur Toulouse, c'est la position des radicaux. Mais je pense que sur ce sujet-là, il ne faudra pas venir trop souvent me chercher parce que je pense que la rhétorique va être vite... Mais les radicaux sur Toulouse, leur position c'est régie publique de l'eau avec rupture de... Oui. Mais je crois... non, mais c'est pas la position du Parti Socialiste spécialement. Non, mais ils ont une position particulière là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui... Alors le problème, c'est que là aussi, on peut pas faire... On peut avoir cette volonté de faire. Mais à un moment donné, on se retrouve devant la réalité. Et devant la réalité, c'est de dire, on préserve quand même l'outil de la gestion de l'eau. Et si en face de vous, bien entendu, vous êtes obligé de payer des indemnités astronomiques pour sortir du contrat, vous ne pouvez pas. Parce que là, vous mettez en péril qui? Vous mettez en péril l'usager. Et je crois que là, c'est là où on devient raisonnable. C'est de dire, oui, on peut passer à ça, à la condition que dans les seuls paramètres, avec les seuls paramètres, que toutes les conditions soient réunies pour que l'usager en tire vraiment parti. Quel est l'avenir des radicaux municipaux sortants? Alors, je vais répondre à la question, du coup il me réveille, il me recentre effectivement vers ma question. Il y a des élections internes. Il y a des élections internes. Depuis 4 ans que je suis à la tête de la fédération, on a remis la fédération dans une certaine logique, qui est une logique de militants. Ça dénote par rapport à l'histoire du parti, en général. Et la volonté aussi de Jean-Michel Baillet aujourd'hui, c'est de dire, d'ailleurs nous avons lancé une campagne d'adhésion qui marche fort bien,
puisqu'on va augmenter de près de 60% l'effectif. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut vraiment être un parti de militants, il faut donner la parole aux militants. Et ce sont les militants qui vont choisir. Christophe Delahaye, juste deux réponses brèves pour finir l'émission. Alexandre Martiel, adjoint actuel de Pierre Cohen, vous accuse directement de manœuvre en disant que la fédération 31 n'est pas, en tous les cas, fait pas preuve de transparence, n'a pas donné accès aux fichiers, ça devait être fait au mois de juillet, on est en octobre, apparemment ça n'a pas été le cas. Alors j'allais dire, c'est comme Jérôme Cahuzac, les yeux dans les yeux. Oui. Est-ce qu'il y a des manœuvres ou il n'y a pas des manœuvres au PRG 31? Et je crois que là, il faut arrêter. Mais c'est clair. Ah mais je sais pas. Non, mais pour moi, c'est relativement clair. La transparence, elle y est. Moi, depuis que je suis à la tête de l'affaire, je répète, j'ai mis une organisation en place. Et que là aussi, ça va surprendre peut-être Alexandre Martiel, des gens qui étaient contre moi au départ. Je leur ai donné des postes. Vous êtes un vrai radical. Contre moi au départ, je leur ai donné des postes essentiels. Par exemple, on a créé une commission électorale qui existe depuis 4 ans. Et c'est cette personne-là qui est responsable de cette commission électorale. Aujourd'hui, il y a des règles. On vit en communauté. Quand on vit en communauté, il y a des règles. On respecte ces règles. Et donc moi, je dis tout simplement à Alexandre Martiel, s'il m'accuse de ça, parce que moi, pour l'instant, il ne m'a rien dit en face, s'il m'accuse de ça, je dis, on respecte les règles. Il y a eu 2 conférences de presse à Toulouse, ça a été le cas. Oui, mais ce jour-là, il avait quand même invité et on aurait pu débattre. Néanmoins, Les nouveaux militants votent. alors, Les nouveaux militants. il y a des règles. Les militants doivent être à jour de leur cotisation 3 mois. Voilà, c'est ça. Point. Ceux qui sont au-delà ne voteront pas. C'est tout. Il y a des règles. Donc chacun a fait son travail. Qu'on soit clair dessus. Quand on est élu, il ne suffit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller couper les ribbons. Il faut faire son travail de base. Son travail de base, c'est d'être à côté des ouvriers, c'est d'être à côté des gens qui sont en difficulté, c'est d'être aussi l'interlocuteur des acteurs économiques ou des acteurs sociaux, mais aussi être là auprès de ces militants pour dire voilà nos idées et on développe les idées. Alors ça, cette démarche-là, dans notre parti, elle est tout à fait récente parce qu'on n'a jamais été un vrai parti de militantisme. Donc on a bien compris, pas de manœuvre au PRG 31. Non. Dernière question, j'allais dire la plus importante. En 2008, vous l'avez dit tout à l'heure à Nicolas, vous étiez candidat au premier tour des élections municipales. Vous êtes devenu au second le premier adjoint du maire en place. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est la question que tout le monde se pose à Muret. Tout le monde se pose à Muret, même au-delà de Muret d'ailleurs. Mais je le répétais tout à l'heure, moi j'ai une discussion avec André Mandement. Une discussion d'abord sur le programme. Si on ne trouve pas d'accord sur le programme, chacun prendra ses responsabilités, que ce soit bien clair. Et deuxième élément, je crois que la ville de Muret aujourd'hui mérite aussi que les radicaux soient bien représentés au sein de la municipalité. Et donc ça fait partie des 2 éléments de discussion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réflexion n'est pas finie? La réflexion n'est pas finie. On attend des réponses claires. Elle est engagée. Elle est très engagée, puisque demain, je vois André Mandement pour qu'on discute de cela. Il y a des discussions sur le programme. Je crois que c'est essentiel aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Je parle sur la gestion de l'eau. On a mis en place la gestion de l'eau sur Muret. Mais on va aller encore plus loin sur la gestion de l'eau, parce qu'on n'a pas pu aboutir sur la gestion de l'eau. Sur le développement économique, on n'a pas pu aboutir. Sur le sport, on n'a pas pu aboutir. Sur la culture non plus, on n'a pas pu aboutir. Donc ce sont des choses qu'on veut garantir aux Muretins aujourd'hui, c'est-à-dire d'avancer. Muret a changé. Le constat est là. Depuis 6 ans, Muret a bien changé. Ne faisons pas n'importe quoi pour des problèmes d'ego. Donc moi, je ne me place pas en un problème d'ego. Moi, je me place surtout en termes de dire que veulent les Muretins. Est-ce qu'on va pouvoir proposer un nouveau programme aux Muretins qui leur plaise et qui disent oui, Muret va rentrer dans une nouvelle ère métropolitaine. Parce que n'oublions pas, demain, il y a le problème de la question de l'intercommunalité. Il y a un véritable transfert qui s'opère vers l'intercommunalité. Et ça, c'est une question essentielle qu'on doit discuter demain avec le maire de Muret et avec d'autres partenaires. D'ailleurs, les conseillers intercommunaux seront élus en même temps. Donc, pour tous les socialistes qui se posent des questions, ils peuvent encore se poser des questions. Christophe Delahaye peut encore être candidat au premier tour d'élection. Mais je n'ai jamais caché que je serai candidat en 2014 et ma candidature n'est pas uniquement une candidature d'ego, c'est avant tout une candidature pour un programme. Donc si vous ne mettez pas d'accord sur le programme, on est clair, vous serez candidat. Oui. Et vous avez envie d'être candidat? Candidat en tête de liste?
Alors je l'ai déjà été. D'être le candidat. Alors je vais vous dire, ouais. je vais vous dire, être candidat tête de liste, c'est un investissement important. Et à titre personnel, il faut être capable de le faire. Et capable de le faire physiquement, moralement et intellectuellement. Et aujourd'hui, je pense que je suis quand même en bonne forme, physique, intellectuelle et morale. Il n'y a pas de contrôle antidoping. Oui, mais j'ai un contrôle avec mon médecin quand même. Voilà. Non, je crois que la volonté, la vraie volonté, c'est que Muret continue d'avancer. Très bien. Merci Christophe Delahaye, merci Stéphane Beaumont, merci Nicolas Laforgue, merci Rémi Vincent. Ça a été du sport et on remet ça le mois prochain et sur Radio Axe Sud et sur la web TV du Journal Toulousain. À bientôt.